je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. L'émission de ce matin sera un hors-série, c'est-à-dire que ce n'est pas une émission qui va se coller à l'actualité immédiate, à l'actualité journalistique. C'est plutôt une émission qui va s'élever au-delà de l'actualité, de manière à tenter de répondre à un certain nombre de questions qui se posent à nous en tant que collectivité, qui se posent à nous en tant que peuple, qui se posent à nous en tant que pays. Aujourd'hui donc, nous allons faire comme Jean Price Mars l'avait fait dans les années 20, lorsqu'Haïti traversait une crise politique terrible, une crise identitaire, bon Dieu, sans précédent. C'était donc pendant l'occupation américaine. Imaginez que nos ancêtres s'étaient battus pour contrôler un territoire, pour, n'est-ce pas, offrir à toute une population ses aspirations légitimes, c'est-à-dire la liberté, le bonheur, le travail, etc. Et un peu plus de 100 ans après la proclamation de notre indépendance, soit en 1915, donc 111 ans plus tard, voilà que ce pays est occupé par des étrangers qui étaient plus forts que nous, des étrangers qui ont pris le contrôle de toutes nos institutions. On s'est donc retrouvé dans une crise identitaire, on s'est donc retrouvé dans une crise institutionnelle, on s'est donc retrouvé dans une crise politique. Pendant ce temps, Jean Price Mars, parmi d'autres intellectuels, s'est imposé pour mission de revisiter la question de l'identité haïtienne. Cela a donné lieu à la parution de son maître ouvrage « Ainsi parla l'oncle » paru en 1927. Et il s'est assigné aussi pour mission de sillonner tout le pays pour présenter des conférences à la jeunesse, pour présenter des conférences aux étudiants de tous les niveaux. Et l'ensemble de ces conférences a produit le livre « Vocation de l'élite ». J'aime m'inspirer de ce qui a été fait lors des moments de grande crise nationale, apprendre de ce qui a été fait et pousser un peu plus loin, n'est-ce pas, de manière à offrir à notre génération aussi des pistes de sortie. Nous ferons donc aujourd'hui, comme Price Mars, nous poser la question de notre identité,
dans un premier temps, et nous poser la question en tant qu'élite, c'est-à-dire en tant que privilégiés de la société haïtienne. Quand je dis société haïtienne, je réfère ici tant aux Haïtiens du dedans qu'aux Haïtiens du dehors. Donc nous poser la question en tant que privilégiés, hommes et femmes qui ont fait un peu plus d'études, hommes et femmes qui disposent d'un peu plus de moyens que la masse. Nous allons donc nous poser la question de nos responsabilités dans ce qui nous est arrivé et surtout nous poser la question des voies de sortie possibles. Voilà donc le menu, c'est donc un hors-série. Nous allons nous tirer de l'actualité immédiate, nous élever donc au-delà de ce que nous vivons pour essayer d'en avoir le portrait complet, le portrait global et répondre à ces deux questions fondamentales, à savoir qui nous sommes, la question identitaire, mais aussi quel rôle nous pouvons jouer dans ce qui nous est arrivé de manière à nous en sortir. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous plaira. J'espère surtout que vous resterez avec nous jusqu'à la toute fin de cette édition. Vous connaissez le rituel à ce stade-ci. Je vous invite à vous offrir une tasse de thé, une tasse de café, une tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à nous garder éveillés, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. On n'y pense pas toujours, mais lors de la proclamation de l'indépendance d'Haïti, le 1er janvier 1804, l'une des questions fondamentales auxquelles les élites, entendons les élites militaires, les élites politiques, les élites économiques, l'une des questions les plus fondamentales auxquelles ces élites étaient confrontées, c'était la question identitaire. On n'y pense pas toujours. On pensait que, mais écoutez, c'était la question sécuritaire. Il fallait se défendre contre un retour possible des Français. Il fallait se défendre contre des attaques qui pourraient, si vous voulez, arriver de l'Est, c'est-à-dire de Santo Domingo, ce qui allait devenir plus tard, n'est-ce pas, la République dominicaine. Mais je dis bien, à côté des questions sécuritaires, à côté des questions de l'organisation politique, à côté des questions relevant du régime ou du système politique qu'il fallait adopter, il y avait la question identitaire. Pourquoi la question identitaire? C'est parce que nous prenons souvent pour acquis que la population haïtienne était constituée de gens semblables, de gens qui avaient tant d'éléments en commun que finalement l'identité était réglée. C'est faux. C'est même archi faux. Si l'on remonte aux années qui ont précédé l'indépendance, disons si on remonte aux années 1789, 1790, 1791, les Noirs sont évalués à environ 500 000, 450 000 à 500 000 têtes, 500 000 habitants, mais ils ne formaient pas pour autant un bloc monolithique. Pour quelle raison? Parce que 40% d'entre eux, ces Noirs-là, esclaves, sont nés dans la colonie. On les appelle des créoles, c'est-à-dire des produits du terroir. Eux, dès qu'ils ont ouvert les yeux, eh bien, ils sont nés dans l'esclavage. Ils sont nés sur une plantation et c'était tout à fait naturel pour eux de considérer Saint-Domingue comme étant leur pays.
donc les fameux créoles. Un Jean-Jacques Dessalines est né, n'est-ce pas, sur le territoire domingois, un Toussaint Louverture est né sur le territoire domingois, et les autres aussi, qui vont, si vous voulez, s'illustrer dans les diverses luttes qui vont aboutir à l'indépendance en 1804. Mais cela ne représente, dis-je, que 40% de la population noire. L'autre 60% est arrivé directement de l'Afrique. L'autre 60% est arrivé adulte d'Afrique, d'autres sont arrivés jeunes d'Afrique, adolescents, parce que quand les euro-chrétiens, les fameux esclavagistes européens, entendons les Britanniques, les Portugais, les Espagnols, et dans le cas qui nous concerne, n'est-ce pas, les Français, lorsqu'ils sont allés kidnapper nos ancêtres en Afrique, mais ils ont fait une véritable razzia, on prenait toute une famille. Le père de Toussaint Louverture, par exemple, a été capturé avec sa première femme, Afiba, avec, n'est-ce pas, 3 ou 4 enfants de mémoire qui ont été, n'est-ce pas, capturés pour être vendus comme esclaves à Saint-Domingue. Eh bien, cela représente 60%. Mais l'autre défi, c'est que non seulement ils n'avaient pas grand-chose en commun, ces 60%, avec les 40% qui sont déjà à Saint-Domingue, mais les 60% arrivaient de plusieurs endroits d'Afrique, de la région du Congo. Et quand on parle de la région du Congo, on ne parle pas du pays du Congo, c'est vraiment une région qui est beaucoup plus vaste que cela. On parle aussi de la région de l'Angola, et là, on ne parle pas seulement du pays, donc c'est des individus qui arrivaient de plusieurs pays, de plusieurs régions d'Afrique et qui ne parlaient pas nécessairement la même langue. On jette, c'est le cas de le dire, puisqu'ils étaient considérés comme des choses, ils étaient considérés comme des biens meubles. Alors là, on les lâche comme ça à Saint-Domingue pour y travailler sur des plantations, pour y travailler, n'est-ce pas, dans des maisons, pour y travailler dans des ateliers. Donc la question identitaire se pose parce que beaucoup d'entre eux, même si 60% arrivaient d'Afrique, mais ils ne se connaissaient pas nécessairement en Afrique. Ils ne parlaient pas nécessairement la même langue, ils ne parlaient pas les mêmes dialectes, ils ne cultivaient pas nécessairement les mêmes us et coutumes. Bien sûr qu'ils avaient un certain nombre d'éléments fondamentaux en commun. L'un des éléments qu'ils avaient en commun, mais c'était qu'ils étaient tous noirs, qu'ils avaient tous la peau foncée. Ils pouvaient rapidement se dire « Ah, les maîtres pour la plupart sont des blancs et les esclaves sont tous des noirs. » Ils ne parlaient pas nécessairement la même langue. C'était des dialectes différents, ils arrivaient, je viens de le dire, de contrées différentes, avec, si vous voulez, des préjugés les uns contre les autres, que l'esclavagiste blanc va exploiter, des préjugés qu'il va exacerber, en sorte que, si on arrivait, exemple, n'est-ce pas, de la région des Alada, beaucoup d'Africains qui travaillaient dans le Nord, qui travaillaient en particulier, n'est-ce pas, sur la plantation Breda, qui travaillaient dans la région qu'aujourd'hui, qui est considérée comme la ville de Limbé, etc., provenaient d'Alada. Mais il n'y avait pas que des Alada, il y avait des Africains qui arrivaient d'autres régions, et ceux-là ne s'entendaient pas nécessairement avec des Alada, desquels on disait c'était des mangeurs de chiens. Exemple, pour vous donner ne serait-ce qu'une illustration des différences au niveau de la perception qui pouvait exister entre ces Noirs-là. Donc je disais, oui, ils avaient un premier élément en commun, c'était la couleur de la peau. Vous rêvez. Vous rêvez de transformer votre maison, votre salon, votre chambre à coucher, votre cuisine en un espace hors de l'ordinaire? Ne rêvez plus. Rendez-vous à Meubles en Gros, au 6200 Henri Bourassa Est à Montréal. L'endroit où tous vos rêves prennent vie. Pour un temps limité, si vous nous écrivez à l'adresse qui apparaît à l'écran, nous vous communiquerons un code promotionnel secret
grâce auquel vous obtiendrez 5% de réduction sur tous les meubles et matelas en magasin. Et sur présentation du même code, vous aurez droit à un cadeau personnalisé en magasin. Chut, ne le dites à personne. Bonne chance. Certaines conditions s'appliquent. Le deuxième élément qu'ils avaient en commun, mais c'était le sort qui leur était réservé, mais ils étaient pour la plupart des esclaves. Et donc, dans cet enfer commun qu'est l'esclavage, ils devaient forger une identité commune. Ils devaient se forger des traits identitaires communs autour desquels ils allaient se rassembler pour pouvoir se battre contre un ennemi commun. Et puisque 60% de ces esclaves ne sont pas nés à Saint-Domingue, qu'ils arrivaient d'Afrique, mais la question de la langue commune se posait. Beaucoup d'entre eux comprenaient à peine le français et ils devaient baragouiner, si vous voulez, le créole qui était la langue qui traversait et les blancs, et les mulâtres, et les esclaves. Donc, il leur fallait apprendre le créole comme langue commune pour pouvoir communiquer entre eux, et il leur fallait rapidement développer un projet commun qui allait être, n'est-ce pas, la libération de l'esclavage. Mais tout ceci prouve que, dès le début, la question identitaire s'est posée. L'esclavage, une fois aboli en 1793, l'autre lutte, c'était de se donner un pays, ce qui va être fait à compter de novembre, n'est-ce pas, 1803, n'est-ce pas, la bataille de Vertières, le 18 novembre 1803, c'est donc la dernière bataille qui va donner naissance à un pays, un nouveau pays, un pays de nègres, un pays de noirs. La proclamation, une fois faite, le 1er janvier 1804, il reste donc comme question fondamentale, qui sommes-nous ? Si vous êtes allé à l'école en Haïti, vous savez que nos premiers hommes de lettres, donc ceux qui allaient constituer la littérature haïtienne, se sont posé la question. Qui sommes-nous, Haïtiens? Mais sommes-nous des Français à peau foncée? Beaucoup de nos hommes de lettres, beaucoup de nos penseurs, beaucoup de nos écrivains, beaucoup de nos romanciers ont pensé en ces termes. Et beaucoup d'entre eux continuent de penser en ces termes. Mais nous sommes des Français à peau foncée. Et qu'il nous faut valoriser le français comme langue et qu'il nous faut produire notre littérature en français car nous sommes des Français transplantés en Amérique. Et Frantz Fanon, le Martiniquais, a traité ce problème dans son maître ouvrage « Peau noire, masque blanc ». Nous continuons, pour beaucoup d'entre nous, à nous imaginer que, mais au niveau identitaire, nous sommes des Français. Nous avons subi l'esclavage de la part des Français et ces derniers ont laissé des marques identitaires sur nous qu'il ne nous faut pas banaliser, des marques identitaires qu'il ne nous faut pas ignorer ou sur lesquelles il ne nous faut pas fermer les yeux. Mais d'autres ont dit non. Même si la langue d'instruction, même si la langue de production, il faut le dire, à partir de 1804, va être majoritairement le français, mais nous demeurons des Africains transplantés en Amérique. Et donc, plutôt que de cracher sur cette base africaine, il nous faut au contraire l'accueillir, il nous faut au contraire, n'est-ce pas, la décortiquer cette base-là et la renforcer dans notre devoir de nous construire une identité. Et donc il y aura ces deux écoles qui vont se confronter pendant longtemps et qui se confrontent encore aujourd'hui quand on se pose la question de l'identité haïtienne. Sommes-nous des Français à peau foncée ou sommes-nous des Africains transplantés en Amérique? Et Jean Price Mars va mener un travail ethnologique, un travail scientifique au niveau de l'identité haïtienne. Et il va découvrir que, eh bien, quoi qu'on dise, même si on parle français, nous sommes des Africains transplantés en Amérique, car un fort pourcentage
de notre identité plonge ses racines en Afrique. Et il va jusqu'à dire que, écoutez, ce que ces 5000 personnes, 500 000 Noirs vont finir par cultiver en commun, en dehors de la langue, le créole, c'est le vaudou. Et là, il lance cette phrase que vous devez apprendre par cœur. Le vaudou, c'est le ciment de la culture haïtienne. Car il dit, peu importe l'aspect de l'identité haïtienne considérée, eh bien, on va retrouver dans la façon dont l'haïtien habite le monde, dans sa façon de concevoir l'univers, dans sa façon de concevoir l'univers ou la surnature, la nature ou la surnature, devrais-je dire, eh bien, le vaudou traverse donc l'identité haïtienne de part en part. Une fois que je rappelle ce que Jean Price Mars a dit, mais je sens déjà des désaccords parmi même nos auditeurs qui disent « Écoutez, moi je ne suis pas vaudouisant, moi je ne veux rien savoir de cela, c'est un héritage dont il nous faut nous débarrasser car je suis chrétien. » Et Jean Price Mars dira « Écoutez, le christianisme ou la chrétienté ne nous habite que superficiellement. Ça, c'est la religion de prestige. Ça, c'est l'identité que l'on projette pour faire bonne impression. Mais en notre âme profonde, nous sommes vaudous. Et donc, je rappelle le travail de Jean Price Mars, pas pour m'y cramponner, mais un petit peu pour le transcender, ce travail-là. Car je crois qu'en temps de crise, en ce temps de chaos que nous traversons, la question identitaire se pose. Mais qui sommes-nous quand nous disons que nous sommes des Haïtiens? J'ai dit avec un peu de tristesse que quand on pose la question en diaspora à nos enfants, j'en ai 4, j'ai 4 filles qui sont nées en diaspora, on découvre que, tiens, peu importe l'endroit où nos enfants prennent naissance, aux États-Unis, au Chili, au Brésil, au Canada, en France ou ailleurs, donc la diaspora, eh bien, nos enfants se considèrent comme haïtiens. Mais quand ils se considèrent comme haïtiens, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire prioritairement qu'ils ont des parents haïtiens. Ils ne sont peut-être jamais allés en Haïti, mais parce qu'ils ont des parents haïtiens, ils se considèrent haïtiens. Ça veut dire, et c'est important, ah, mais je suis haïtien parce que je ne parle peut-être pas le créole, mais je comprends le créole. Parce que mes parents, même s'ils sont instruits, même s'ils ont fonctionné dans une autre langue, ça peut être l'anglais, ça peut être l'espagnol, ça peut être le français, mais dans leur moment de détente, dans leur langue, n'est-ce pas, la plus usuelle à la maison, c'est le créole que mes parents ont utilisé. Et donc, j'ai fini par comprendre le créole. Et beaucoup de nos enfants ont été gardés par nos parents à nous, qui leur ont parlé en créole. Ils ont fini par comprendre le créole. Et donc, quand on se pose la question de l'identité haïtienne, haïtiens qui sommes-nous? Si nous sommes vrais en nous-mêmes, eh bien, nous avons un premier élément fondamental de réponse. Nous sommes des créolophones. L'éducation haïtienne, ou plutôt le ministère de l'éducation d'Haïti, qu'il vaut mieux appeler le ministère de la scolarisation haïtienne, a longtemps banalisé la question de la langue. Moi, ma génération a été, et celles qui ont précédé la mienne, n'est-ce pas, toutes ces générations-là ont été scolarisées en français. Il n'est jamais venu à l'esprit de nos maîtres, il n'est jamais venu à l'esprit de nos dirigeants, ceux qui ont conçu ce programme de scolarisation, que le créole, c'est notre langue maternelle et qu'il faudrait nous permettre d'apprendre, n'est-ce pas, les matières dans la langue que nous comprenons le mieux, c'est-à-dire le créole. C'est prouvé dans les sciences de l'éducation que quand on veut offrir, n'est-ce pas, des meilleurs outils à l'apprenant, eh bien, il faut lui offrir ces outils-là dans la langue de sa mère, dans sa langue maternelle, parce que, eh bien, son imaginaire est conçu à partir de cette langue maternelle-là, et que si on veut lui permettre d'apprendre, n'est-ce pas, au maximum, et de manière, n'est-ce pas, la plus aisée, de nouveaux éléments, il faut le faire en créole. Non. On a
méprisé cette langue, on l'a banalisée, on l'a ignorée, et cette langue a même servi d'outil discriminatoire. Quand on voulait faire bonne impression, il fallait parler français. Quand on voulait, n'est-ce pas, projeter un certain statut, il fallait parler français, tandis que quand on était de la masse, eh bien, c'est le créole. Et donc, l'école a rapidement été un outil de elite closure, un outil si vous voulez, d'une ligne de démarcation entre la masse majoritairement analphabète et les autres qui savaient lire. Pour prouver qu'on savait lire et écrire, il fallait non seulement parler la langue de l'ancien maître, mais il fallait surtout mépriser la langue de ses parents. Quand nous posons la question de notre identité, qui sommes-nous? Mais un premier élément de réponse, c'est que nous sommes des créolophones. Et en dehors ou au-delà de toutes les autres questions qui vont se poser, pourquoi nous sommes à ce point de mal-développement? Pourquoi nous sommes encore à ce point de sous-développement? Eh bien, l'une des réponses qu'il faut apporter à cela, c'est parce que nous avons nié notre identité en nous prenant pour des Français, en nous prenant pour autres que nous sommes des créolophones. Et encore une fois, Jean Price Mars appelle cela le bovarisme. Le bovarisme, c'est cette pathologie qui consiste à se rejeter parce que qui on est nous paraît laid pour adopter une identité autre, l'identité souvent du maître d'autrefois. Le bovarisme, c'est cette tendance à rejeter ce que l'on est au profit de ce que l'on n'est pas. Vous notez que de 1804, l'année à laquelle nous avons conquis notre indépendance, à 1928, année à laquelle Jean Price Mars va réfléchir sur la question identitaire et produire le livre, n'est-ce pas, Ainsi parla l'oncle, à nos jours, nous sommes en 2021, cette question-là n'est toujours pas réglée. Nous l'abordons avec pincette, nous faisons du marronnage quand il faut absolument aborder la question de la langue, comme si nous étions autre chose que créolophones. En réalité, peu importe l'effort de scolarisation qui est fait en Haïti, la population haïtienne parle unanimement le créole, et une fois qu'on a réglé la question du créole, les autres langues vont se poser. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dresser le créole contre les autres langues, il ne s'agit pas de dire mais ce sera le créole ou les autres, il s'agit de dire ce sera le créole, ensuite les autres. Ce sera le créole, ensuite le français, ce sera le créole, ensuite l'espagnol, ce sera le créole, ensuite l'anglais. C'est une imbécilité au niveau des choix stratégiques de l'État haïtien, que de ne pas faire en sorte que l'haïtien soit parfaitement, si vous voulez, enfin que l'haïtien ne parle parfaitement l'espagnol, parce que la majorité des autres pays qui sont autour de nous, n'est-ce pas, le Cuba ou d'autres pays, enfin la République dominicaine, le voisin, parlent l'anglais ou le français. C'est dommage que, une fois la question du créole réglée, on ne nous enseigne l'anglais et l'espagnol, n'est-ce pas, comme langue prioritaire. Après le créole, on nous impose le français parce que nous avons une vieille histoire avec la France et puisque nous avons été formés ou dressés à l'école de manière à ressembler à l'ancien maître, nous tirons gloire du fait que notre éducation, ou mieux notre scolarisation se fait en français, tandis qu'elle aurait dû être faite en créole et apprendre d'autres langues comme l'anglais et le créole et l'espagnol prioritairement en raison des pays avec lesquels nous entretenons des relations commerciales ou des relations, si vous voulez, régionales, parce que ce sont ces pays-là qui nous entourent. Quand on parle de la question identitaire, mais on ne peut pas fermer les yeux sur la question de la spiritualité. On ne fonde pas de nation, on ne fonde pas de pays sans se poser la question de la spiritualité. Peu importe le pays que
nous considérons, peu importe le pays que nous pourrions prendre en exemple, à un moment donné, au moment de la fondation de ce pays, les élites se sont posé la question, mais quelle est notre spiritualité? À côté de nous, nous avons les États-Unis qui, dès leur fondation, ont réglé la question. Nous serons des chrétiens avec une forte dose de franc-maçonnerie. Et si vous étudiez la vie des pères, si vous voulez, fondateurs de la nation américaine, ils étaient chrétiens et francs-maçons et ils ne se sont pas cachés. D'ailleurs, ils inscrivent comme devise In God We Trust. Nous croyons en Dieu et le Dieu auquel ils réfèrent ici, c'est le Dieu chrétien. Mais si vous prenez le temps d'étudier vraiment l'histoire américaine, vous prenez le temps d'étudier, n'est-ce pas, l'histoire personnelle des pères fondateurs, vous verrez qu'ils ont tous été des chrétiens et des francs-maçons. Les lieux qu'ils ont choisis comme hauts lieux de leur nation, les symboles qu'ils vont se donner comme mythes fondateurs et même la manière dont ils vont raconter leur propre histoire, eh bien tout cela est parsemé de spiritualité chrétienne et de franc-maçonnerie, mais c'est leur droit. Et ils ne se sont pas gênés parce que nous ignorons souvent, ou plutôt on nous fait croire que pour construire une nation, il faut un projet politique commun. Pour construire une nation, il faut une langue commune. Nous en parlerons des mythes fondateurs, mais pour construire une nation aussi, il faut résoudre la question de la spiritualité. Et vous notez que plus de 200 ans après la proclamation de notre indépendance, nous en sommes encore là à nous débattre et à nous battre sur la question fondamentale de la spiritualité. Qui sommes-nous? Je l'ai dit, et Price Mars l'a dit, la question de la chrétienté, la question du christianisme, pour nous les Noirs, c'est un épiphénomène. Peu importe l'effort que nous déploierons, eh bien le christianisme restera une religion de surface pour nous, les Haïtiens. Notre spiritualité, c'est celle de nos ancêtres. Globalement, le vaudou. Et je précise en tant que vaudouologue, je précise surtout en tant qu'haïtien, ça ne veut pas dire que tous les Africains qui sont arrivés d'Afrique, les 60% de ces 450 000 ou de ces 500 000 qui ont vécu l'esclavage au moment de la proclamation de l'indépendance, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous pratiqué le vaudou, mais les divers éléments de leur spiritualité qu'ils pratiquaient en Afrique, ces divers éléments ont fini par donner quelque chose que le maître d'esclaves allait appeler le vaudou. Et qu'est-ce qu'on entend par le vaudou? Ça ne veut pas nécessairement dire le vaudou du Bénin, tel que les gens du Bénin qui arrivaient, n'est-ce pas, du royaume de Dahomey pratiquaient. Quand on dit vaudou, ici, c'est un terme générique. Je suis vaudouologue, je vous le dis. C'est un terme générique qui recouvre les divers éléments de la spiritualité nègre, les divers éléments de la spiritualité africaine. Mais j'ai mis du temps à le découvrir cela. Mais aujourd'hui, j'assume que ma spiritualité en tant qu'haïtien, une fois que j'ai réglé la question de la langue, qui est immanquablement le créole, mais la question qu'il faut se poser en matière d'identité, c'est la question de la spiritualité. Ma spiritualité, c'est le vaudou. J'ai déjà démontré dans l'un de mes livres et surtout dans mes nombreuses conférences que le vaudou et le créole subissent le même sort dans l'histoire du pays. Vous allez voir, en général, ceux qui s'opposent au créole comme langue commune, comme langue fondamentale de l'identité haïtienne, vont s'opposer du même souffle au vaudou comme spiritualité rassembleuse de la population haïtienne. Le vaudou et le français subissent le même combat. Et cela vient justement de l'époque coloniale parce que le maître esclavagiste, l'euro-chrétien, le blanc, il a compris ceci. Si l'on veut s'arranger pour détruire l'identité de ces 500 000 personnes,
on doit leur faire croire que le créole qu'ils parlent n'est pas une langue, c'est un patois. D'ailleurs, c'est comme ça que les autorités françaises ont toujours considéré le créole. Entendons les divers agents du directoire français, ceux qui sont arrivés à Saint-Domingue comme représentants de la métropole, ils ont traité le créole de haut. C'est un patois. C'est même pas un dialecte. Donc, ce n'est sûrement pas une langue. Donc, quand on traite votre langue de patois, quand on traite votre langue, n'est-ce pas, de moins que rien et que ce n'est pas une langue, on vous touche au cœur même de votre identité. Et il y a des gens aujourd'hui qui, malheureusement, continuent de croire que le créole n'est pas apte à être une plateforme de base pour des apprentissages fondamentaux. Le débat se fait encore, mais c'est un débat dans lequel les gens ne sont pas nécessairement de bonne foi, car le créole n'a rien à envier à aucune autre langue. Donc, tout ce que je veux apprendre, je peux l'apprendre à partir du créole. Et il ne faut pas mépriser cela. Quand on fait cela, ça prouve qu'on a encore des chaînes mentales qui remontent à l'époque de la colonie. Mais je dis que le créole et le vaudou subissent précisément le même sort en matière de mépris, en matière d'ostracisme. À la question fondamentale, mais quelle devrait être la spiritualité sur laquelle nous devons construire notre nation, nous devons construire notre, n'est-ce pas, notre identité? Eh bien, au niveau de la spiritualité, c'est le vaudou. Chaque peuple, au moment de sa fondation, au moment de la construction ou de l'érection de sa nation, s'est posé la question à savoir quelle spiritualité m'est naturelle. Dans notre cas, et dans le cas de beaucoup d'autres communautés qui ont été asservies, qui ont été esclavagisées, l'un des avatars de l'esclavage, c'est justement la question de la spiritualité. Nous continuons à porter la défroque. Nous continuons à porter le haillon identitaire du maître comme si, après un certain nombre d'années, après un certain nombre de siècles, après un certain nombre d'impositions, je finirais par être fondamentalement chrétien. La réponse est que le christianisme demeure pour l'haïtien une religion d'apparat, une religion qui est au fait un épiphénomène, mais que notre imaginaire en tant que peuple, notre façon d'habiter le monde en tant que communauté, notre façon de concevoir la surnature par rapport à la nature, tout cela relève du vaudou. Et nous devons nous réconcilier avec cela. Combien de temps? Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Donc le vaudou, c'est notre spiritualité. J'ai parlé de la nécessité pour nous de nous réconcilier avec cela. Quand je parle à des amis et que je leur dis, écoutez, vous devez honorer l'esprit de vos ancêtres. Vous devez, n'est-ce pas, leur offrir des libations. Vous devez verser en leur hommage quelques gouttes de café, vous rendre, n'est-ce pas, sur leur tombeau pour les honorer en leur offrant ce qu'ils aimaient, etc. Mais beaucoup d'entre eux réagissent mal parce que on nous a désappris justement à être haïtiens, on nous a désappris à être vaudous. Et dans ce sens-là, l'école, plutôt que d'être un outil de construction identitaire, l'école a été, en Haïti, et est encore malheureusement,
un outil de déconstruction identitaire, dans le sens que cette école-là nous a détournés de notre spiritualité fondamentale, de notre spiritualité identitaire. Je remarque avec beaucoup de plaisir que beaucoup de pays africains aujourd'hui ont compris que l'une des raisons de leur retard socio-économique, l'une des raisons qui les empêche justement de cultiver un vivre ensemble commun, c'est justement ce poison que l'esclavagiste euro-chrétien avait semé dans leur esprit, à savoir que leur spiritualité, c'est de la diablerie, leur spiritualité, c'est une superstition, leur spiritualité, c'est du satanisme, et qu'il leur fallait délaisser la spiritualité naturelle de leurs ancêtres pour se tourner vers la religion de leur ennemi, vers la spiritualité de leur ennemi. Et là, après plusieurs siècles donc, certains pays africains, je pense au Bénin, font le chemin contraire. Et c'est tellement salutaire. Ils enseignent dans leur école à leurs enfants les rudiments de la spiritualité ancestrale. Pour avoir étudié le vaudou et pour continuer de m'y intéresser, j'aime à dire que le vaudou véritable, le vaudou pur, ce que j'appelle la mystique noire, c'est une science. Et c'est une science qui pourrait nous être tellement utile dans ce qu'on appelle le développement de notre pays. Nos ancêtres ont de telles connaissances mystiques que le jour où on se réconcilie avec ces connaissances-là, le jour où on se réconcilie avec ces mystiques-là, le jour où notre État sera un État, n'est-ce pas, vaudou assumé, eh bien, on inviterait les grands maîtres vaudous, les grands maîtres de la mystique noire à enseigner certains rudiments de cette spiritualité à l'école dès le début. Car notre spiritualité, c'est une spiritualité écologique. C'est-à-dire, c'est une spiritualité dans laquelle on fait la promotion de la nature. C'est une spiritualité dans laquelle on fait la promotion des éléments fondamentaux, n'est-ce pas, de l'univers. C'est une spiritualité dans laquelle on nous montre que, n'est-ce pas, la vie est un continuum. Ceux qui sont partis, donc les défunts, sont aussi présents que ceux qui sont encore sur terre. Mais malheureusement, l'école, parce qu'elle a été et est encore aux mains des gens d'Église, déconstruit cette identité en nous faisant croire que notre spiritualité relève de diablerie, notre spiritualité relève de superstition, notre spiritualité relève de satanisme. J'oublierai jamais ces exemples-là. Une fois, j'avais une transaction immobilière à conclure avec des Chinois, des gens d'affaires, des gens cultivés, des gens d'affaires. J'oublierai jamais le fait que, au moment où la transaction allait être faite, eh bien, ces Chinois, ces Asiatiques-là, ont fait venir des maîtres spirituels du bouddhisme, etc., et qui devaient voir si le numéro, si vous voulez, l'ambiance de ces lieux-là correspondait à ce qu'ils recherchaient en matière de spiritualité. On était sur le point de conclure l'affaire. Et là, à un moment donné, ils ont brûlé leur encens, ils ont fait venir, n'est-ce pas, des maîtres de leur spiritualité qui les ont mis en garde contre cette transaction. Je sais que ça paraît bien, cette transaction, je sais que les chiffres sont bons, mais spirituellement, ce n'est pas un endroit pour vous. Vous savez quoi? Ces Asiatiques ont préféré me payer une pénalité parce qu'ils avaient fait une offre sur ma maison plutôt que de l'acheter la maison, parce que leur maître spirituel les avait mis en garde contre une telle transaction. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de traiter ces Chinois de superstitieux
il ne m'est jamais venu à l'esprit de les traiter de sauvages ou de gens malhonnêtes parce que, ben tiens, ils ne tiennent pas compte uniquement des chiffres, ils tiennent aussi compte des conseils de leur spiritualité. Non, et ils assument cela. Il y a quelques années, des élections au Japon. Et lors des débats pour élire, je ne sais plus, le Premier ministre, la question des extraterrestres s'est posée. Croyez-vous en d'autres univers? Croyez-vous en des univers parallèles? Et le plus sérieusement possible, eh bien, les politiciens japonais débattaient de la question. Et la femme d'un Premier ministre a dit, écoutez, on ne peut pas nier leur existence parce que moi, j'ai été enlevé par des extraterrestres pendant plusieurs jours. Ils m'ont amené sur une autre planète, ils m'ont amené ailleurs et je suis revenu. Mais personne n'a ri d'elle, cette femme-là. D'où vient que, quand on doit parler de vaudou, quand on doit parler des lois, quand on doit parler de nos entités, quand on doit parler de notre devoir de nous, n'est-ce pas, relier avec nos ancêtres, eh bien, les gens, ils commencent à rire sous cap, eh bien, ils commencent à détourner la conversation. Mais les amis, nous devons régler cette question identitaire. Comme l'avait dit depuis les années 20 Jean Price Mars, n'est-ce pas? Le vaudou, c'est le ciment de la culture haïtienne. Le vaudou, c'est la base de notre spiritualité. Et on ne construit pas de communauté, on ne construit pas de collectivité sans régler la question de la spiritualité. L'Angleterre n'est pas du tout gênée de dire que la monarque, la reine, est à la fois chef de l'État et chef de l'Église. Ça, c'est une question qui a été réglée, n'est-ce pas, au XVIe siècle, lors des vagues de réformes religieuses qui, si vous voulez, se déferlaient sur toute l'Europe. Eh bien, l'Empire britannique d'alors a fait le choix que leur spiritualité, à eux les Anglais, aurait été le christianisme, l'anglicanisme, donc le christianisme version anglaise, et leur chef d'État serait en même temps chef de l'Église. Et si vous prenez le temps d'étudier la vie de ces monarques britanniques, hommes et femmes, eh bien, il y a des jours où ces monarques-là doivent porter, surtout la reine, elle doit porter, n'est-ce pas, de vieux sous-vêtements n'est-ce pas, de leur arrière-grand-mère, de leur aïeul, quoi, parce que c'est ainsi qu'ils se sentent protégés ou qu'elles se sentent protégées. Vous notez que plus de 200 ans après notre indépendance, quand un chef d'État haïtien vient d'être élu, il y a ce fameux Te Deum. Il y a ce vieux réflexe qui consiste à inviter le prêtre, à inviter l'évêque, à bénir, n'est-ce pas, son ministère. Mais qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? Nous devons nous poser la question, pourquoi nous continuons à adopter la défroque de la spiritualité occidentale quand, au-delà de la superficie, là, au-delà du paraître, nous sommes fondamentalement vaudous. Pour régler la question identitaire haïtienne aussi, nous devons questionner nos mythes fondateurs. Il n'y a pas de nation sans romans nationaux, c'est-à-dire quels sont les récits que l'on apprend aux enfants dès ces premières années, n'est-ce pas, dans la famille et plus tard à l'école. Qu'est-ce que nous enseignons comme récits fondamentaux? Jusqu'à tout récemment encore, Haïti observait comme jour férié le 5 décembre comme jour de la découverte d'Haïti. Ça veut dire le jour où Christophe Colomb a mis le pied sur notre territoire, on sait ce qui s'est passé, de son arrivée sur notre territoire, n'est-ce pas, jusqu'au départ de Christophe Colomb, c'est une série de génocides. Génocide des Premières Nations, ce qu'on appelle improprement, n'est-ce pas, des Amérindiens, car ça n'a rien à voir avec des Indiens. Mais génocide des Noirs,
Parce qu'on ira chercher nos ancêtres en Afrique pour venir les réduire en esclavage et donc les tuer à petit feu, mais jusqu'à tout récemment encore, on célébrait comme jour férié la découverte d'Haïti, ça veut dire le début du génocide des autochtones et des Noirs avec l'arrivée de cet euro-chrétien que fut Christophe Colomb. Donc, on ne peut pas résoudre notre problème identitaire si nous continuons à enseigner comme mythe fondateur le point de vue de nos ennemis. Je disais récemment que, en général, qui écrit l'histoire? Ce sont les vainqueurs. Qui écrit l'histoire de l'agneau? C'est le loup. Qui écrit l'histoire de la proie? Mais c'est le prédateur. Mais en Haïti, malheureusement, notre histoire est écrite par nos vaincus. Ceux-là que nos ancêtres ont battus, ceux-là que nos ancêtres ont chassés de ce territoire qui allait devenir notre pays, donc les Français, c'est eux qui écrivent notre histoire et qui nous la refilent, cette histoire-là, par le biais de l'école, parce que nos ancêtres avaient commis l'erreur. Après les avoir considérés comme nos ennemis, qu'ils ont été et qu'ils sont, nos ancêtres ont commis l'erreur de les faire revenir cela comme maîtres, de les faire revenir comme instituteurs. Alors là, ils nous ont imposé leurs récits nationaux, ils nous ont imposé leurs romans nationaux, ils nous ont imposé leurs mythes fondateurs. Si vous prenez le temps de lire un manuel d'histoire rédigé à l'intention de jeunes Américains. Prenez le temps, faites l'exercice. 33% de ceux qui me suivent sont aux États-Unis. Faites l'exercice. Allez regarder les tout premiers manuels d'histoire que l'école américaine met aux mains de vos enfants. Mais c'est une histoire tellement édulcorée. On ne parle pas de génocide. Au contraire, on vous présente une histoire tellement belle qu'on appelle, n'est-ce pas, l'histoire des pères pèlerins. Qu'est-ce qu'on enseigne donc aux petits Américains? Que leurs ancêtres subissaient la persécution en Europe à cause de leur foi, à cause de leur Dieu, à cause de leur religion. Et ils ont bravé les mers et les océans en quête d'un nouveau territoire. Et étant arrivés sur ce territoire, n'est-ce pas, eh bien, on ne va pas dire aux Américains que en presque 200 ans, leurs ancêtres ont tué plus de 100 millions d'autochtones. Imaginez, en 200 ans, les ancêtres des Américains ont assassiné plus de 100 millions d'Amérindiens qui vivaient sur leur territoire, qui avaient leur mode de vie, qui avaient leurs us et coutumes. Mais le manuel d'histoire n'enseigne pas aux Américains que leurs ancêtres sont des génocidaires. Les manuels d'histoire n'enseignent pas aux Américains que leurs ancêtres sont de véritables assassins et criminels qui ont considéré des Noirs comme des sous-hommes, comme des objets, en sorte que ces Noirs-là ont été pendus. Même lorsqu'ils s'étaient battus pour l'indépendance américaine, on les a payés en monnaie de singe, on les a trompés, on leur avait promis des acres de terre et des mules, ils n'ont jamais rien eu. Et même lorsqu'on a proclamé, n'est-ce pas, l'abolition de l'esclavage, on a continué à les enfermer dans des ghettos, on a continué, n'est-ce pas, à les traiter en sous-hommes, et ce qu'on voit aujourd'hui, le traitement discriminatoire que la police inflige aux Noirs, le fait que les Noirs, n'est-ce pas, comptent parmi les plus pauvres, le plus nombreux au chômage, mais c'est les conséquences de ces politiques discriminatoires, de ces politiques, n'est-ce pas, raciales et racistes, de ces politiques génocidaires. On n'apprend pas ça aux Américains. On leur présente une histoire tout à fait édulcorée. Et ceux qui écrivent ces manuels-là n'en ont pas honte, ils ne s'en gênent pas. D'ailleurs, Napoléon Bonaparte, le français, ne dit-il pas que l'histoire, c'est
un ensemble de mensonges sur lesquels on s'entend. Et donc, notre crise identitaire s'explique aussi par le fait que nous ne prenons pas le temps de transmettre nos mythes fondateurs, notre roman national, nos récits à nous. Ce n'est pas aux Français de nous dire ce qui s'est passé, n'est-ce pas, à Vertières un 18 novembre 1803. Ce n'est pas aux vaincus de nous dire, n'est-ce pas, ce qui s'était passé pendant les 200 ans et plus d'esclavage. Mais ce serait à nous de réécrire notre histoire, de réécrire nos mythes fondateurs, de réécrire, n'est-ce pas, nos récits, nos romans nationaux. Vous notez avec quelle fierté un Français va vous parler de son histoire, va vous parler de ses ancêtres les Gaulois qui ont résisté à l'attaque des Romains. C'est leur droit. Mais nous, après plus de 200 ans d'indépendance, après plus de 200 ans de scolarisation, nos historiens continuent de répéter les récits, les mythes fondateurs, les narratifs, les romans nationaux écrits sur Haïti par des Français, c'est-à-dire par nos ennemis. Cela se voit même dans les médias. Quand on invite des étrangers, on leur donne nos micros nationaux pour venir dire à nos nationaux nos problèmes à nous en tant que nationaux, pour qu'ils viennent nous dire comment résoudre nos problèmes à nous. Mais notre crise identitaire s'explique aussi par cela. Parce que nous n'avons pas pris le contrôle de notre roman national, nous n'avons pas pris le contrôle de nos mythes fondateurs, nous n'avons pas pris le contrôle de notre histoire. S'il y a un compliment que mes auditeurs me font régulièrement, surtout quand mes émissions portent sur des éléments de notre histoire, les gens me disent « Ah, vous savez, malgré toutes les années que j'ai passées à l'école en Haïti, je ne savais pas ça. Bon Dieu, l'histoire nous a été mal enseignée. Bon Dieu, notre histoire a été amputée. » On ne construit pas d'identité quand, en tant que communauté, on ne prend pas le contrôle de ces mythes fondateurs, on ne prend pas le contrôle de nos romans nationaux. Jamais l'État chinois ne laisserait un autre peuple écrire l'histoire que les autorités chinoises veulent enseigner aux enfants. Mais non. Vous savez, l'histoire n'est pas un instrument neutre. L'histoire, c'est vraiment un outil par lequel on formate les esprits. C'est vraiment un outil par lequel, n'est-ce pas, on présente et impose une certaine vision de la réalité. Trouillot l'a montré dans son livre Silencing the Past. Comment, n'est-ce pas, les Européens, les Occidentaux se sont servis justement de l'histoire, des arts, n'est-ce pas, et de la science pour réduire au silence l'histoire d'Haïti et présenter un autre point de vue, une autre histoire de la véritable histoire, la nôtre. Et puis nous, on continue, comme peuple, d'accepter ces récits-là comme si c'était nos récits à nous, tandis que c'est une façon par l'étranger de continuer à nous contrôler. La question identitaire passe justement par la revisitation de nos mythes fondateurs. Quand des Haïtiens eux-mêmes continuent de dire que Abwa Caïman, c'est un pacte avec le diable que nos ancêtres ont conclu. Et c'est ce pacte avec le diable qui nous a valu d'être indépendants aujourd'hui. Quand certains intellectuels continuent de dire que Jean-Jacques Dessalines est un sauvage qui a massacré les Français et qui oublie de traiter d'assassins les Français qui, pendant plus de 2 ans, nous ont réduits en esclavage, nous ont kidnappés, ont violé nos mères, que le colon guette ta mère, ont violé nos filles, etc. Mais vous comprenez pourquoi nous sommes encore dans cette crise identitaire? Le problème, c'est que aujourd'hui encore, prenez un manuel d'histoire. Qu'il soit écrit en créole ou en français, c'est le même point de vue
de l'ancien maître français qui est véhiculé. Donc, ce ne sont pas nos récits à nous, ce n'est pas notre point de vue à nous sur notre histoire qui est véhiculé, c'est le point de vue de l'étranger, notre ennemi de toujours, le français qui est véhiculé. Ce n'est donc pas étonnant que nous nous retrouvions avec cette crise identitaire. Qui sommes-nous? Nous sommes créoles. Qui sommes-nous? Nous sommes vaudous. Quand on veut construire une identité à une collectivité, non seulement on prend le contrôle des récits fondateurs, on prend le contrôle du roman national, mais on enseigne aux enfants à connaître et à aimer le territoire, à connaître et à aimer le terroir. Aïe, aïe, aïe. L'école haïtienne a tant de failles, l'école haïtienne a tant de limites, l'école haïtienne nous a fait tant de torts. Dites-moi, quand vous étiez à l'école, vous, est-ce que le cursus prévoyait de vous faire faire le tour des forts? Est-ce que le cursus prévoyait de vous faire visiter la flore, les plantes haïtiennes qui n'existent que chez nous? Est-ce que l'école vous a fait visiter d'autres parties du pays pour aller voir, si vous voulez, des constructions, des architectures qui révèlent à quel point nos ancêtres n'avaient aucun complexe d'infériorité? Ce pays est malade parce que nous avons mal à notre identité. Si nous avons mal à notre identité, c'est parce que l'école va mal. Imaginez plus de 200 ans après notre indépendance, le ministère de l'Éducation continue de croire que l'école, c'est de faire du bourrage de crâne, c'est, n'est-ce pas, faire apprendre aux jeunes un certain nombre d'éléments. En fait, la véritable question, toujours, quand on veut construire une nation, c'est quelle école pour quel pays? L'école, c'est un produit que l'on conçoit afin de récolter tel type de nationalité, tel type de citoyenneté et tel type de citoyen. Donc l'école, ce n'est pas un assemblage de matières à maîtriser, comme les mathématiques, comme telle langue, comme l'informatique. Non, il faut qu'il y ait, si vous voulez, une idéologie derrière cette école. Or, nos ancêtres qui ont été responsables et qui sont encore responsables de nos écoles dans notre pays, leur idéologie, c'est quoi? C'est de nous enseigner le complexe d'infériorité. C'est de nous faire croire que les archétypes du beau, du bien et du grand sont justement les archétypes du blanc. Est-ce que l'école nous inocule à l'esprit ou cultive dans notre esprit l'amour de notre littérature, la connaissance de notre paysage? Est-ce que l'école valorise notre patrimoine culturel, notre patrimoine architectural, notre patrimoine historique? Vous notez que nous en sommes, nous, les Haïtiens, à nous réjouir encore de succès individuels. Par exemple, on va m'envoyer telle photo de tel Haïtien qui a inventé telle voiture de sport. Bien fait pour lui. Bien fait pour lui. Et vous savez ça, c'est aussi un effet de l'école. L'école qui nous a appris l'individualisme, l'école qui nous a appris que le véritable succès, c'est le succès d'un individu, en sorte que nous allons applaudir tel Haïtien qui a réussi. Mais au fait, dans les valeurs africaines, l'Ubuntu, la véritable réussite, le véritable succès, c'est le succès qu'on acquiert ensemble. On réussit vraiment lorsqu'on n'a pas marché sur la tête des autres pour être là où on est. On réussit vraiment lorsqu'on progresse ensemble. Je veux bien que tous n'aient pas
le même niveau d'intelligence. Je veux bien que tous n'aient pas les mêmes talents. Mais c'est justement, précisément parce que je sais que tes talents ne sont pas les miens et que les miens ne sont pas les tiens, que nous devons coopérer, que nous devons cultiver l'interdépendance pour que tu m'aides dans mes vulnérabilités et que je t'aide dans tes limites et qu'ensemble nous progressions. Quand on veut construire une identité, eh bien, on enseigne le sens du commun. On n'a pas de sens du commun dans notre pays. L'école, plutôt que de nous apprendre le sens du commun, nous a plutôt appris à faire la différence entre ce qui est mien et ce qui est tien. Pam pi bon. Bon Dieu, pam pi bon. Si ce n'est pas moi qui fais, il n'est pas bon. Si ce n'est pas moi qui dis, il n'est pas bon. Si l'école nous avait appris le sens du commun, on n'aurait jamais accepté qu'un politicien vole ce qui est à tous. En fait, quand un politicien détourne vers son compte personnel, quand un politicien fait main basse sur ce qui appartient aux citoyens pour construire son château et pour investir ailleurs, si on nous avait appris le sens commun des choses, on n'attendrait même pas que les institutions réagissent pour faire honte à ce politicien, pour lui faire comprendre qu'il n'est pas intelligent en volant ce qui appartient aux autres, ce qui appartient à tous, mais qu'il est au contraire un malhonnête, un voleur. Vous notez que même notre vocabulaire est coloré quand il faut parler de ces politiciens qui volent ce qui appartient à tout le monde. Ah, l'intelligent. Mais le véritable mot, c'est un voleur. Qu'est-ce que nous avons en commun? Vous savez, une crise peut être une école grâce à laquelle on se ressaisit. Une crise peut être une école grâce à laquelle on se dit, tiens, qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous avons fait fausse route. Mais une crise peut, précisément, si elle dure trop, peut finir par déconstruire le peu qui nous restait en termes d'éléments communs à notre identité. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Quand on voit ce qu'on fait à nos jeunes, on leur met des armes à la main pour qu'ils banalisent la vie. On leur apprend à kidnapper pour qu'ils ne respectent pas, si vous voulez, un bien gagné à la sueur de son front. C'est ça le kidnapping. L'autre a travaillé, a fait une certaine épargne. Et là, toi qui n'as pas travaillé, tu le kidnappes et tu lui dis « Donne-moi ce qui est à toi ». Quand on voit ce qu'on est en train de faire à notre jeunesse, nous sommes en train justement de leur enseigner à ces jeunes-là des contre-valeurs. Ce n'est pas comme ça qu'on nous a élevés. On nous a élevés de manière à avoir le respect pour la propriété privée, de manière à avoir le respect, n'est-ce pas, pour la vie, mais depuis un certain nombre d'années, depuis les 20 dernières années, on va le dire, ce sont des contre-valeurs qu'on enseigne aux jeunes, des anti-valeurs. Être voleur, c'est être intelligent. La violence devient quelque chose de grand, hein? Ma mission cartouche. La vie n'est plus valorisée. Il n'y a plus l'autorité de l'État. Les bandits s'emparent d'un tribunal de justice. Je disais donc que si l'école nous avait enseigné le sens du commun, dès que quelqu'un prend ce qui appartient à tous, c'est la communauté qui aurait réagi. Et parce que justement on ne nous a pas appris le sens du commun, mais on n'a pas d'institution. Les institutions sont le meilleur miroir d'une collectivité.
Quand il n'y a plus d'institution, mais c'est que cette collectivité-là est complètement déconstruite. On peut considérer ce qui se fait dans une institution comme un miroir de ce qui se fait dans nos sociétés. Toutes nos institutions sont à terre, cela veut dire que notre collectivité est à terre. Parce que donc on ne nous a pas appris le sens du commun, on ne sait pas non plus donner des institutions qui devraient être le reflet de ces valeurs que nous avons apprises à l'école. Les jeunes qui agissent comme ça aujourd'hui, qui kidnappent, mais ils ne doivent pas assumer tous les blâmes. Ils ne doivent pas assumer toutes ces responsabilités. On leur a mis des armes à la main. On leur a appris à banaliser la vie. On leur a appris, n'est-ce pas, à faire de l'argent facile. Notre question identitaire est au cœur de notre crise aujourd'hui. Notre question identitaire est au cœur de la question de l'école aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis que le problème d'Haïti, ce n'est pas juste un problème politique. Je vois les politiciens font tout, n'est-ce pas, pour avoir le pouvoir, mais la politique n'est que la résultante de ce qu'on a appris à l'école, de ce qu'on a appris en famille, de ce qu'on a appris en société. Et donc, si l'école ne change pas, si les familles ne changent pas, si les médias ne changent pas, nous allons continuer à avoir les mêmes politiques publiques avec de nouveaux visages. Et s'il est une chose que Jean Price Mars nous a apprise, et c'est avec lui qu'on a commencé l'émission, c'est aussi avec lui que je veux clore, c'est que c'est aux élites. C'est aux élites de faire ce travail identitaire. C'est aux élites de faire ce travail de construction identitaire. C'est aux élites de poser le diagnostic cru sur ce qui ne marche pas. Et c'est aussi aux élites de dire, mais voilà, maintenant que nous réalisons que nous avons échoué, comment nous devons nous en sortir? Et quand je vois ce qu'on est en train de faire, accord de Montana, accord de ceci, accord de cela, mais ce sont des luttes pour le pouvoir. Nous allons changer les visages, mais nous allons continuer à produire les mêmes résultats. Nous aurons les mêmes politiques publiques parce que nos élites ne reconnaissent pas leurs devoirs. Nos élites ne connaissent pas, pour utiliser la formule de Jean Price Mars, leur vocation. Qui sommes-nous? Quel type d'école nous voulons? Quel est le projet commun que nous voulons nous donner? Quel type de citoyens nous voulons produire demain? Quel type de pays nous voulons avoir? À l'occasion du 100e anniversaire de la parution du livre de Jean Price Mars, j'ai écrit mon livre Haïti, miroir d'une société en décomposition. Et ce livre-là a été pour moi un élément déclencheur. Bon Dieu, voilà un homme qui était en avance de son temps lorsque, déjà en 1927, il reconnaissait que si les élites ne font pas leur job, si les élites ne tirent pas les masses vers le haut, si les élites ne deviennent pas des élites organiques, c'est-à-dire des élites qui prennent fait et cause pour la masse, nous passerons de crise en crise. Et nous continuerons d'être dominés par des étrangers. C'est ce qu'il a dit en 1927, en pleine occupation américaine. Nous sommes en 2000. Nous sommes en 2022. Nous continuons d'être dirigés par les autres parce que les élites n'assument pas leurs responsabilités. J'espère vous avoir été utile en ce que j'aurais tenté de vous montrer que notre problème n'est pas d'abord un problème politique, c'est un problème identitaire. Qui sommes-nous? Quel pays voulons-nous avoir? Quelle citoyenneté voulons-nous produire? Comment y arriver? Quelles sont les valeurs que nous allons semer?
Quels sont les mythes fondateurs que nous allons enseigner? Quelles sont les valeurs, justement, sur lesquelles nous voulons construire cette société? Aussi longtemps que nous ne prenons pas le temps de répondre à ces questions, nous allons continuer à mettre la charrue devant les bœufs. Continuons de réfléchir, continuons à nous poser la question, mais qui sommes-nous vraiment? J'aime à dire à la blague, quand quelqu'un se dit qu'il est haïtien, généralement, qu'est-ce qu'il veut dire? Il parle créole, il boit la soupe du 1er janvier, il mange du griot et il danse du compas. Je reprends. Quand quelqu'un se dit qu'il est haïtien, qu'est-ce qu'il veut dire généralement? Ben, il parle créole ou il le comprend. Il boit la soupe du 1er janvier, il mange du griot et de la banane pesée et il danse du compas. Malheureusement, on ne peut pas construire une nation avec ces éléments superficiels. Oui. Parler créole, c'est fondamental, mais si on ne valorise pas le créole en tant que langue fondatrice de notre nation, mais ce n'est pas grand-chose. Manger le griot et de la banane pesée, c'est bien, mais si manger le griot et la banane pesée ne reflète pas quelque chose de plus fondamental, c'est-à-dire de valoriser sa propre cuisine et sa culture culinaire, eh bien, ce n'est pas grand-chose. Danser le compas, c'est bien. Mais si danser le compas ne signifie pas un amour fondamental pour notre patrimoine musical, notre patrimoine culturel, mais c'est superficiel. Il nous faut autre chose pour avoir une nation. Reconstruisons la maison. Elle est détruite, cette maison. Et dans ce travail, ce difficile travail, ce long exercice de reconstruction, les aînés doivent prendre conscience de leur rôle et prendre la décision de ne plus réussir seul, mais de se dire que la véritable réussite, c'est la réussite commune. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Partagez cette émission, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et recrutez les autres pour qu'ils s'abonnent et enfin likez, nous aimons ça. C'est votre façon à nous de supporter le travail qu'on fait. Bonne semaine et à la semaine prochaine pour un autre hors-série. Au revoir.